Alors bonjour à tous et toutes, bien que là, pour l'instant on n'a que des hommes, pour cette table ronde à propos d'intelligence artificielle. L'idée sera donc d'essayer d'avoir des tables rondes régulières, hein, avec au moins les membres de l'AFT, mais c'est ouvert plus largement au public, hein, puisque c'est aussi transmis sur les réseaux sociaux. L'idée est d'avoir quelque chose d'un peu dynamique, qui fasse un petit peu de l'actualité pour illustrer des thématiques de fond, des thématiques transhumanistes et d'essayer de faire ça assez régulièrement, au moins une fois tous les 2 mois. Voilà, d'une manière un peu dynamique, sans être forcément trop académique ou dans le style d'une conférence ou quoi, ou d'un colloque. Et voilà, pouvoir poser des questions sur ces thématiques. Donc aujourd'hui, c'est intelligence artificielle, et notamment les critiques qui sont faites au système d'IA et en particulier les grands modèles de langage, mais plus largement, on va dire les architectures qui sont proches de ce qu'on a vu là avec le transformer. Et nous avons donc en particulier Emmanuel, un membre de l'AFT, qui, disons, est peut-être celui qui est le plus à la pointe, à la fois techniquement, mais aussi sur l'actualité, concernant cette thématique. Alors, pour introduire ça, bah voilà, moi, c'était simplement dire que je suis régulièrement sur les réseaux sociaux, je regarde aussi les fils d'actualité, et je vois des critiques, hein, des grands modèles de langage en particulier, des systèmes d'IA en général, qui reviennent, qui sont récurrentes et qui n'évoluent pas trop, et notamment celle du fameux perroquet stochastique, affirmant que ces systèmes d'intelligence artificielle, bah, en fait, sont des espèces de calculatrices pas du tout intelligentes, en fait, qui ne font que prédire d'une manière purement statistique et probabiliste le mot suivant, et que donc c'est pas étonnant qu'elles ne comprennent rien, que ces systèmes ne soient pas si efficaces que ça, ou que voilà, leur efficacité n'est que dans notre tête, et que voilà, ils ne comprennent rien de ce qu'ils racontent, et que nous, on se fait des idées. Il y a aussi l'idée, l'autre critique qu'on entend souvent, c'est que bon, voilà, ce sont au mieux des jouets qui nous permettent de faire des jeux à la fois bêtes et méchants, hein, par exemple Replica. Également, certains pointent les limites de ces systèmes, disant que il n'y a de cognition qu'incarnée, et que ces choses-là ne sont pas incarnées, et qu'elles ne sont pas capables d'appréhender par des mécanismes de traduction ou d'appréhension plus large, voilà, différentes choses du monde. Et puis c'est à peu près tout. La dernière classe de critique, c'est celle qui tendrait à dire que vraiment, par rapport à sa structure, ce sont des systèmes qui sont incapables, de, en tout cas auxquels on ne pourrait pas attribuer ce qu'on attribue spontanément au vivant ou à l'animal. C'est-à-dire, bah, ces systèmes sont en fait on parle d'intelligence artificielle, on parlerait que d'une espèce de tranche dans une couche hyper profonde de logiciels, de processeurs, de hardware divers, de choses connectées. Et donc, ce serait un arbitraire un peu de dire ce qui s'affiche à l'écran, voir je sais pas, le modèle ou le processus qu'il y a derrière. On peut l'extraire comme ça et dire il a telle ou telle propriété, notamment des propriétés cognitives ou d'intention, ou toutes ces choses qu'on attribue à l'humain et au vivant en général. Et cette critique-là ne pourrait pas se faire à l'humain et au vivant. Voilà, donc pour introduire ça, peut-être effectivement sur cette critique, notamment des grands modèles de langage comme, comme perroquet stochastique et comme calculatrice qui ne comprennent rien, eh bien, peut-être le plus simple, c'est carrément d'aller sur le fait, c'est-à-dire de voir un petit peu de quoi elles sont capables réellement, et puis de se faire une idée de si réellement elles ont une totale incapacité à appréhender quoi que ce soit et à comprendre de manière pertinente ou à rendre compte de manière pertinente de quoi que ce soit. Voilà, Emmanuel, je Oui, crois que tu avais alors, plusieurs exemples en tête. ouais, c'est ça. Euh, on pourrait dire qu'il y a eu un premier. Alors, quand on dit il y a des critiques qui reviennent, c'est vrai que tu as raison, que c'est depuis le début, ça, c'est depuis le moment. Alors, on va dire le moment
les LLM et les gros modèles d'IA sont rentrés un peu dans le champ de l'opinion publique, c'était, on va dire, fin 2022. Donc ça fait déjà quasiment 3 ans. Et dès le début, il y a eu ces critiques, effectivement. Alors tout le monde était bluffé, mais il y a eu des critiques sur, effectivement. Alors il y a des grandes familles de critiques. On va peut-être pas parler aujourd'hui de l'éthique, par exemple du coût écologique, ou alors de est-ce que ou pas, ou de l'impact que ça pourrait avoir sur le monde du travail, c'est d'autres questions. Mais on va parler plutôt sur les critiques un peu qui sont profondes parce qu'elles en fait, elles minent un peu en fait le grand récit en fait des labos d'IA qui est de dire que ces modèles vont progresser et vont avoir des répercussions importantes sur la société. Euh, et donc effectivement, alors est-ce que ces modèles comprennent en fait, enfin, c'est vraiment dès le début, dès 2022, il y a eu des papiers qu'on avait partagés à l'AFT sur le sujet, de Blaise Aguera et Arcas notamment, sur bah, la question en fait, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils racontent en fait quand ils font une réponse? Et en fait, dès le début, il y avait quand même des sérieux indices sur le fait que oui, en fait, ils arrivaient à partir du langage et de la prédiction en fait, du prochain token à appréhender en fait le monde physique, les relations entre les objets, entre les concepts, une forme de compréhension. Et ça, c'était difficile à prouver en même temps à l'époque. Et cette année, je trouve, alors il y a quelques mois, ce printemps, il y a eu un papier intéressant que je vais vous, enfin 2 papiers d'Anthropic en fait, la société qui crée les modèles Claude, qui sont les plus avancés régulièrement dans le top 3 des meilleurs modèles de langage. Et je vais partager. Ah non, je peux pas. Bon, mince. Alors, je vais mettre le lien. Vous avez le lien dans la, dans la discussion. C'est Anthropic Research euh, Tracing Thoughts Language Model. Alors, en fait, c'est simplement, si vous ouvrez la page, vous avez plusieurs papiers scientifiques, mais le résumé est sur le site d'Anthropic. C'est le post de blog du 27 mars 2025. Et dedans, il y a des choses assez intéressantes sur le fait qu'en fait, ce que ces recherches ont montré, c'est que, alors, plusieurs choses, notamment que euh, une grande question que les gens se posaient, c'était quel est le langage, en fait, dans quel langage ces modèles réfléchissent? Est-ce qu'ils réfléchissent en anglais puis ils traduisent, ou alors est-ce qu'ils ont une sorte de compréhension en dehors du langage? Et je trouve que oui, ils ont trouvé qu'il y avait des, euh, des grandes familles de concepts, en fait, de chemins, en fait, dans le modèle, qui sont au-dessus, en fait, des différentes couches du français, de l'anglais, de l'espagnol, etc. Donc il y a bien, il semblerait qu'il y ait quand même un tronc commun qui est nous, on pourrait appeler peut-être la compréhension. En tout cas, ça échappe au langage pur. C'est un peu la critique des perroquets. Et la deuxième chose, c'est que il semblerait aussi que quand Claude cherche ses réponses, il prévoit en fait bien en avance, notamment quand il fait des rimes. Voilà. Quand il fait des rimes dans un poème, il, euh, il réfléchit bien en amont, c'est-à-dire plusieurs. Enfin, il y a, il crée une sorte de modèle général en fait. Il active plutôt un, un- un ensemble de chemins et, euh, et c'est comme ça en fait qu'il arrive en fait à. Et ça c'était difficile à voir en fait avant les derniers travaux sur l'interprétabilité. Alors Anthropic s'intéresse à l'interprétabilité parce qu'en fait leur but c'est d'éviter enfin que les modèles soient pas alignés, c'est-à-dire que ce soit et des buts contraires à ceux qu'on leur a donnés ou alors se mettent à nous mentir par exemple.
Donc, en cherchant ça, ils se sont rendus compte que, que Claude, que les modèles, les gros LLM, en fait, avaient des stratégies assez élaborées, et notamment aussi quand ils répondaient à des questions de maths, qu'il y avait plusieurs façons. En fait, ils ne se contentaient pas de trouver la réponse la plus probable et simplement de rester au niveau du prochain token, mais il était bien plus dans la stratégie de long terme. Et ça, je pense que c'est une donnée qui vient un peu faire mentir ceux qui pensaient que l'horizon intellectuel des LLM était simplement au prochain mot, quoi. Donc non, il y Hmm. a une sorte de réflexion qui est générale euh, euh, chez les LLM. C'est assez complexe, hein, comme recherche, mais en tout cas, je vous invite à regarder. Il y a tout un passage aussi les hallucinations qui explique pourquoi en fait les modèles hallucinaient. Et simplement, c'était que il y a une catégorie. Alors, enfin, Claude, en général, enfin, maintenant, il dit que quand il sait pas, il le dit tout de suite. Euh, par défaut, disons, en fait, son mode par défaut, c'est de dire qu'il ne sait pas. Mais il y a quand le mot, ou la personne, par exemple, le concept dont on lui parle est connu, qu'il l'a déjà vu quelque part, ça active en fait un mode où il va pouvoir donner une réponse. Il va pouvoir quelque part, euh, il va sortir du mode je ne sais pas, qui est le mode par défaut. Et parfois, ça arrive rarement encore que ils connaissent juste un mot, par exemple, ou un nom d'une célébrité, mais il va pas forcément savoir ce qu'elle a, pour pouvoir le connecter à ce qu'elle a fait, qu'elle a produit. Il va simplement se mettre à partir dans des hallucinations. Mais et ce que dit le papier, c'est qu'en fait, là, on parle que de prompts d'une dizaine de mots. Et qu'en fait, dès qu'on se met à avoir des conversations avec des centaines de mots, avec des centaines de pages, c'est encore très difficile de faire marcher l'interprétabilité. Donc, ce n'est qu'au début, en fait, de ces recherches. Mais clairement, il y a quelque chose qui se passe au-delà, en fait, du prochain mot. Euh, et tout ça, en fait, ils l'obtiennent. Ils font ces recherches en fait en intervenant en fait à mi-réponse, c'est-à-dire que ils vont changer rapidement la réponse pendant que le modèle réfléchit. Ce que nous on peut pas faire en fait en tant qu'utilisateur. En fait, ils vont trafiquer en fait les modèles et notamment euh, ils montrent que si tu poses une question qui implique plusieurs étapes euh, du genre quelle est la capitale de l'État où se situe la ville de Dallas. Il va réfléchir d'abord à Dallas est au Texas. La capitale du Texas est Austin. Euh, et il va pas aller simplement directement. Si tu l'interromps en fait au niveau de cette étape et que tu changes le nom de l'État, il va, euh, il va quand même faire la première partie du raisonnement. Ça va rester la même. Donc, il montre comme ça il a accès à des concepts un peu plus généraux, un peu en secret, c'est-à-dire que nous, on le sait pas, mais en fait, il mobilise plusieurs réseaux qui sont complexes. Et en fait, ça fait vraiment penser à ce que font les humains. Voilà. Hmm. Ça, c'est un peu Ouais, ça, sur l'interprétabilité. Après, bon, ça fait penser aussi à l'histoire, évidemment, de la conscience. Est-ce que Claude, du coup, s'il a ces concepts, s'il mobilise ces concepts, est-ce qu'il aurait une sorte de conscience ou de connaissance de ce qu'il fait, ou d'image de ce qu'il fait à un instant donné? Et ça, je renvoie sur une autre vidéo que vous pouvez regarder dans les liens,
qui est une vidéo pareil, d'Anthropic, qui pose la question, est-ce que Claude est-il conscient? Et je trouve que c'est une vidéo intéressante. La réponse est, pour l'instant, on ne sait pas, mais il y a quand même de sérieux indices qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des fonctionnements humains. Il n'y a pas de raison que la conscience soit pas dans ces fonctionnements, en fait, qu'on découvre, en fait, des raisonnements un peu cachés, enfin des fonctionnements qui sont cachés, en fait, c'est pas forcément, qui sont pas forcément dits et exprimés, en fait. Hmm, hmm. Voilà. Ouais, il y a tous ces implicites qui sont déjà ouais, beaucoup plus sophistiqués et compliqués que ce qu'on pensait et qui alimentaient cette critique en première intention là sur les perroquets stochastiques. Et puis ouais, on se pose du coup la question de la capacité à traduire d'un mode sur l'autre, à avoir une représentation, une proto-représentation ou comment dirais-je, une structuration qui renverrait à la manière dont il va pouvoir appréhender la structure des objets ou des choses qu'il va avoir à traiter. Et ça, effectivement, c'est quand même à chaque fois, les objecteurs sont obligés de reculer d'un pas, me semble-t-il, et ils vont après aller sur autre chose en disant oui, mais bon, il hallucine, ou alors il manque clairement de bon sens en faisant fi du fait que malgré ces analogie qui pourrait nous permettre de nous poser au moins la question de conscience entre guillemets, c'est-à-dire ce que nous on appellerait conscience, mais pour le coup, ça sera peut-être un terme à remettre en question aussi, hein, comme veut peut-être le faire Paul Jorion. Mais en tout cas, ils vont dire non, il n'y a pas de bon sens, mais en même temps, en faisant fi du fait que c'est un mode d'être différent, c'est évidemment pas un animal, c'est pas un cerveau biologique et tout ça. Donc, mais à chaque fois, il recule un petit peu, j'ai l'impression, et c'est ça qui est intéressant. La critique reste. Des fois, elle s'exprime toujours de la même manière, perroquet stochastique, et ça comprend rien. Mmh. En même temps, paradoxalement, j'ai l'impression qu'ils reculent à chaque fois d'un pas, et Mmh. c'est gênant des fois, quoi. Oui, c'est ça, tout complètement. En fait, déjà, on l'avait vu au niveau de la créativité. Il a fallu AlphaGo pour, quelque part, faire taire ces critiques. Mais depuis le début du deep learning, c'était oui, alors ils sont très forts pour trouver des réponses à des problèmes quelque part bien balisés. Mais dès qu'il s'agit de créativité, d'inventer, il n'y a plus personne. Et pourtant, dès 2016, il y a eu cette histoire avec AlphaGo qui a le fameux coup. Alors, je me souviens plus du nombre du numéro du coup, mais AlphaGo a trouvé une solution qu'aucun humain n'avait trouvé, une stratégie clairement qui a été qualifiée de créative par les meilleurs joueurs de Go. Mais bizarrement, on n'est pas passé de cette preuve un peu quelque part qui est très, très, très forte, parce que le jeu de Go, c'est quand même un jeu qui est hyper complexe, qui est, enfin, qui est le fruit d'une histoire très très longue, une grande tradition. Mais non, c'est quand même ce- 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 cette critique de l'absence de créativité, l'absence de cette incapacité à trouver, finalement, à extraire des choses nouvelles ou des idées novatrices dans, un, dans des données, des inputs quelque part connus. C'est une critique vraiment centrale. Elle est tombée à ce moment-là, mais elle est restée en fait toujours. En allant toujours plus loin, bah, ils ne peuvent pas. Au final, on en revient finalement à ce qui nous distingue des machines, c'est-à-dire on a une histoire liée à nos cinq sens, à notre condition Mhm. d'être humain, et c'est ça qui aussi nous rapproche des autres êtres humains. Et c'est vrai que la machine, elle a un mode de connexion au réel qui est différent de nous. Mhm. Et sans doute que ça sera jamais, effectivement, on n'aura jamais le même niveau, en fait. Ça sera différent, simplement. Ouais, ouais, c'est Euh, ça. C'est-à-dire, on est même pas obligé de se dire ça sera jamais au niveau quoi. C'est juste que si c'est un mode d'être différent, d'ailleurs, on peut pas préjuger déjà du type de compréhension, entre guillemets, ou de traduction d'un mode d'être à l'autre entre, oui. entre ce qu'ils font et ce qu'on fait. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que
là-dessus, on a cette critique. Et effectivement, quand on reste sur comment dirais-je, des concepts ou des idées qui sont des idées un peu spontanées qu'on attribue à l'humain, par exemple, je sais pas, compréhension, volonté, émotion, créativité, ce genre de choses, on va, à un certain niveau, pouvoir dire ouais, en fait, il n'y a que l'humain qui a ça de par son histoire et tout et tout. Mais d'autres en face, comme dans l'avènement de la singularité, Paul Jorion dit si, si, en fait, ils comprennent déjà, voire ils ont déjà une personnalité. Mais si on veut vraiment prendre cette critique en disant ouais, c'est de l'analogie et c'est tellement pas homologue qu'en fait, on ne devrait pas dire qu'ils comprennent, etc., etc. À un autre moment, là, Paul Jorion fait ça en ce moment, il se dit bon, ben, à ce compte-là, si on prend ça au sérieux, peut-être qu'il faut renoncer à ces termes pour les systèmes d'IA, mais il faudrait peut-être aussi y renoncer pour les humains, c'est-à-dire que c'est des termes de psychologie qui va dire psychologie spontanée, et en fait, on devrait pouvoir peut-être élaborer une théorie de la cognition qui soit commune aux deux Mm. et qui ne prenne plus en charge des concepts spontanés comme volonté, intention, émotion et tout ça. Et lui, c'est ce qui, j'ai vu sur son blog, il est en train d'écrire un bouquin où il essaye de faire une théorie commune aux deux qui se passerait de tous ces concepts. Alors après, du coup, vu que nous, on les Mm. utilise pour nous et qu'on voit vraiment à quoi ça renvoie, Ouais. ça nous interdirait peut-être pas non plus de les utiliser pour les systèmes d'IA, mais avec toutes les réserves du fait que ce serait dans les deux cas quelque chose qui ne soit pas scientifique et que la théorie commune vraiment scientifique, pour le Mm. coup, elle se passerait de ces éléments-là auxquels on tient pour autant. Mais là, je rebondis un peu sur ce que tu dis et sur un autre papier que je vous conseille de lire. Un appel plutôt de chercheurs qui ont dit attention, la fenêtre où on comprend où on peut interpréter les LLM, elle commence à disparaître. Ils se rendent compte qu'en fait, les LLM maintenant se mettent à inventer leur propre langage intermédiaire en fait dans leur réflexion, parce que les LLM maintenant un peu développés qui raisonnent, en fait, ils fonctionnent en fait avec un transformer, effectivement, une première étape. Puis ensuite, il y a des différents filtres, et notamment il y a de l'apprentissage par renforcement qui vient sélectionner un peu les arbres parmi les arbres de, de réponses possibles, en fait, celle qui est la plus intéressante. Enfin, bref, il y a quelque chose qui se met à ressembler à une sorte de raisonnement. Et ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, au début, ils formulaient ces pensées intermédiaires en langage humain, et maintenant, ils commencent à trouver des trucs plus efficaces. Ils disent attention, du coup, on va plus pouvoir les comprendre. Et là, du coup, ça fait penser, pour moi, ça me fait penser au fait quand même que les humains, et les primates d'ailleurs, en fait, on est le fruit d'une évolution qui est radine, en fait, entre guillemets, dans le sens où on est, on a, on a rarement des choses qui sont totalement inutiles, en fait. Enfin, ça nous arrive. On a des reliquats, en fait, de choses, effectivement, qui parfois nous encombrent. Mais en général, globalement, je dirais, sur le fonctionnement du cerveau, on est quand même un système qui a été sélectionné pour être assez efficace. Et parce qu'en fait, notre boîte crânienne n'est pas extensible. Euh, elle coûte très cher énergétiquement. Je crois que c'est 20% de notre énergie qui passe dans le cerveau. Et du coup, les solutions qu'a trouvé le cerveau pour pas être totalement à la ramasse, elles sont quand même globalement utiles et globalement très très bien conçues. Et quand on pense à la conscience, quand on pense ou, euh, restons sur la conscience par exemple, il semblerait pas absurde que la conscience est en fait, enfin on le sait même maintenant en fait, la plupart des scientifiques disent que la conscience a une utilité en fait, ça sert vraiment à, à nous débrouiller en fait, c'est-à-dire à prédire ce qu'on va faire à peu près, ou avoir une image de notre réflexion ou de notre attention. Et cette image, en fait, c'est ça la conscience. Et en fait, je crois que, enfin, il semblerait que pas mal de chercheurs soient d'accord pour dire que de toute façon, les modèles vont, au bout d'un moment, pour être efficaces, retomber sur un peu les mêmes mécanismes. Et Mm. si ça les en plus, dans un contexte où les gens, où l'énergie coûte cher, où l'IA, là, elle coûte extrêmement cher. Enfin, pour passer le test ARC-AGI de François Chollet il y a 6 mois, et
je crois que pour avoir un niveau humain, il fallait. Alors que c'est des petits jeux de niveau brevet des collèges, hein, mais c'est des jeux visuels. Je crois que ça a coûté des centaines de milliers d'euros, voire des millions, pour, pour répondre au niveau humain. C'est-à-dire qu'en fait, ça coûte cher, du coup, bah, les modèles vont naturellement en fait, retrouver des choses des choses utiles, des architectures finalement, ou des mécanismes en fait utiles, et ils vont retomber forcément sur des choses qui ressemblent à nous, ce qu'on utilise, la conscience. La conscience, c'est Mm. quoi? C'est simplement, voilà, c'est savoir avoir une conscience enfin une image fidèle de ce que nous, de ce qui se passe dans notre tête pour pouvoir prévoir un peu mieux, plus efficacement ce qu'on va raconter. Donc en fait, ouais, c'est ça, c'est que malgré tout, tout ça va faire, va converger. Même si Mm. je suis d'accord avec toi, des choses différentes. C'est pas un animal, c'est 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 issu de recherches qui s'inspirent de l'humain, mais pas forcément 100% copié Mm. sur le cerveau humain. Bah, malgré tout, en fait, naturellement, on risque d'arriver un peu aux mêmes solutions. Ouais, par économie et réponse aux contraintes, notamment Ouais, énergétiques. et Je vois. d'ailleurs, quand on demandait Ouais. à l'IA excuse-moi, parce que je vois en- de- dans la recherche sur les matériaux, sur les systèmes enfin, l'ingénierie des matériaux, l'IA, je trouvais des solutions qui n'étaient pas qui étaient pas très humaines, en fait, dans le sens où si on lui demande de trouver la meilleure structure pour soutenir une plateforme en métal, je sais pas, une structure donnée, on s'est rendu compte naturellement, elle allait vers des systèmes qui étaient un peu naturels, qui faisaient penser à des branches, euh, en fait, d'une histoire d'économie simplement de matière. Mais ça fait Mm. pas humain, en fait, dans le sens où nous, parce que notre cerveau est pas forcément à l'aise avec ces représentations. On aurait fait, nous, poteau-poutre, orthogonal, etc. L'IA, elle va naturellement retrouver en fait, des choses qui sont assez naturelles, des solutions en fait, qui sont optimisées. Ah ouais, ce que nous, on appellerait biomimétisme en nous forçant Ouais. justement à quitter le triangle, quoi. Ouais. Mm. Ah ouais, ok. Ouais, je voulais revenir un peu sur ce qu'on t'avait dit avant, sur les aspects entre les contenus sémantiques ou de concepts, et puis plutôt les relations, les aspects de relations entre. Euh, sur sur le fonctionnement du transformer en tant que tel et du réseau de neurones, juste pour ceux qui connaissent pas cette série de vidéos, c'est une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle Three Blue, One Brown, et c'est sur le deep learning en général, et il y a des vidéos hyper intéressantes sur les transformers et sur aussi, on voit la manière dont les tokens ou des groupes de tokens sont encodés, sont affectés à des séries de nombres, et on voit comment se passent les calculs vectoriels et tout ça, et, et comment se font en fait et se calculent les relations entre les tokens. Et, là-dessus, ça paraît assez manifeste et clair que la critique du perroquet stochastique qui fait que prédire le prochain mot est, est quand même hyper impertinente, quoi. En tout cas, paraît pas convaincante, quoi, du tout. Donc voilà, je pense que c'est une série de vidéos qui est utile à avoir pour ceux qui, comme moi d'ailleurs, hein, qui ont pas fait, qui ont pas fait d'études de maths. Et, c'est des vidéos de vulgarisation qui sont quand même, je pense, assez bien faites avec beaucoup d'animation. Ça explique quand même, je trouve, assez bien comment fonctionne la base de cette architecture-là pour le coup. Mm. On le mettra aussi le lien en description, mais c'est une série de vidéos qui est très connue. Même Monsieur Phi en parle et il dit que le peu qu'il a compris des LMM, il le doit à cette série de vidéos. Est-ce que Emmanuel, tu voulais parler aussi d'un truc qui est complètement fascinant, c'est des systèmes d'IA, tu me disais qu'ils sont un petit peu plus simples, même s'ils ont une base aussi transformer, qui sont plus simples parce que pour des raisons peut-être de dimensionnalité de ce qu'ils vont analyser, c'est le AlphaFold et notamment toutes les recherches de Google DeepMind autour du repliement des protéines ou de la prédiction des structures moléculaires, notamment en termes de médicaments.
Là, on voit qu'il y a une pertinence, une efficacité et un résultat concret et hyper utile pour l'humain qui est Mm. incontestable, quoi, et qui se fait sur cette base. Oui, oui, c'est ça. C'est un peu un argument euh, qui va dans le sens en fait, de l'utilité des modèles et surtout de leur capacité à prédire correctement et à comprendre en fait, avoir un modèle en fait, ce qu'on appelle un modèle du monde en fait, enfin, de ce qui se passe dans dans un environnement complexe. Alors en l'occurrence, ça fait plus penser, c'est vrai, au jeu. D'ailleurs, c'est un peu la spécialité de DeepMind et Demis Hassabis, qui était d'abord il s'est attaqué aux jeux vidéo Atari simple, après il s'est attaqué au Go, puis en fait à la biologie. Biologie, pareil, c'est un monde alors qui est un peu plus restreint que le vaste monde du langage, mais il y a pareil, il y a un alphabet, il y a il y a des, il y a des prédictions qu'on peut faire en fait à partir de séquences d'acides aminés, etc. Et en tout cas, je me suis plongé un peu récemment dans. C'est vrai que alors, AlphaFold, enfin, Demis Hassabis et AlphaFold ont eu le prix Nobel. Enfin, alors avec une autre personne, j'ai oublié le nom, mais qui était spécialiste des protéines, euh, ont eu le prix Nobel euh, l'année dernière. Et c'est vrai que on le dit pas assez, mais en fait, on dit souvent que c'est de la narrow AI, donc c'est de l'IA étroite. Mais en fait, il faut bien comprendre quand même que c'est la même grande famille de modèles. C'est des modèles qui fonctionnent avec des principes d'attention. Donc, comme les LLM, comme les transformers, c'est un cousin du transformer. AlphaFold 3 s'appelle le Performer, PAIR Former. Donc, en fait, il va chercher des similitudes dans des espaces beaucoup plus restreints. Mais le résultat est là. En fait, il arrive à prédire correctement la structure 3D des protéines et couplé à d'autres systèmes, en fait, à découvrir comment ces protéines vont interagir avec n'importe quelle molécule, en fait. Hmm. Tu me Et disais pour moi, aussi, alors, pour la FT, c'est intéressant, enfin, je veux dire, pour les transhumanistes, dans le sens où c'est vraiment la compréhension de ce qui se passe dans le corps humain au niveau de la cellule. Et on sait que ça a un impact énorme sur la santé, sur enfin, la façon dont le corps fonctionne. Et ça, c'est une hmm, première étape. Pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Une des meilleures applications de l'IA, c'est-à-dire euh, développer, en fait, permettre de réduire énormément la durée en fait, de recherche de nouvelles cibles thérapeutiques, de nouveaux médicaments. Voilà, il y a les premiers essais, la semaine dernière, il y a eu l'annonce des premiers essais cliniques humains. Donc alors, là, on se dit, bon, oui, certes, des essais cliniques humains, il y en a tout le temps. Le début, ce n'est que le début, ça prend du temps. Mais en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fait, ils ont en, en- en sortant la molécule, ils ont déjà vachement avancé par rapport aux autres candidats par le passé. C'est-à-dire qu'ils savent déjà, en fait, que très probablement, elle va bien fonctionner. Euh, Parce que non seulement, en fait, ils la testent avec la molécule, avec la protéine cible, mais aussi avec les autres protéines du corps humain. Et notamment, ça a des effets adverses possibles? En fait, ils prévoient ça, ils prévoient en avance, en fait. Et ça, c'est. hmm. Ouais, un gros enjeu de sécurité pour le coup, et puis ouais, ça permet un développement plus rapide et sécuritaire. Mm. Tu me disais tout à l'heure que effectivement, parfois, c'est aussi une des objections qui est faite à ces systèmes en disant ils sont jamais assez généralistes finalement. Alors, on les voit en fait déjà hyper généralistes, hein. Moi, c'est vrai que Mm. je fais partie de ceux qui sont complètement bluffés. Ils me semblent déjà ultra généralistes. Mais on dit en gros, puisqu'ils ne sont pas de niveau ultra surhumain sur tous les domaines, comme s'ils étaient des animaux, puis et en même temps des grippins et en même temps des je sais pas quoi, vu que ce ne Ouais. sont pas des divinités toutes puissantes sur tout, bah, du coup, c'est pas bon. Mais tu me disais, mais en réalité,
C'est vrai pour l'humain, c'est vrai pour peut-être toute entité, tout esprit, tout système cognitif. Au bout Mm, d'un moment, à un certain niveau d'efficacité, il y a une spécialisation qui se fait de facto, et donc une mm. multiplication des entités plutôt que la concentration de tout sur la même. Ouais, est-ce que tu peux nous parler de ça? Et puis, finalement, voilà, elles sont déjà hyper généralistes, mais à bout d'un moment, elles se spécialiseraient, quoi. Oui, alors, non, on peut pas dire avec certitude exactement, mais il y a pas mal de. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent un peu comme Yann Lequin que même les humains ne sont pas généralistes et que finalement, à un moment donné, nous c'est vrai que les humains en général, c'est vers la vingtaine, on se spécialise, on va faire des études, je ne sais quoi, de maths, de droit, et on va devenir, on va emmagasiner énormément de données, et ces données vont s'organiser en fait, vont créer un modèle dans notre cerveau, et après, ce sera difficile à défaire en fait. Euh, alors, ça peut être utile pour d'autres domaines un peu apparentés, mais une fois qu'on a formé ce réseau un peu général, notre cerveau, voilà, comme je disais, il n'est pas extensible. Et ce que disent cette grande école, on va dire, de pensée, en fait, c'est que ben, il vaudra mieux, enfin, ça sera bien plus efficace d'avoir des modèles très spécialisés, enfin, assez spécialisés, puis un modèle qui fera de la recherche en bio et un modèle qui va faire peut-être des best-sellers, j'en sais rien. Il va faire de la politique ou écrire. Et puis, évidemment, il pourra avoir un tronc commun, mais globalement, si on veut qu'il soit vraiment d'un niveau intéressant pour nous, il faudrait qu'il soit vraiment biberonné à des tonnes de données très spéciales. Et en fait, si on leur donne des données qui n'ont rien à voir, limite, ce serait une perte d'efficacité, quoi. Mais, alors, il y a une autre école qui dit qu'au contraire, on n'est pas du tout. On ne sait pas où ça va s'arrêter, en fait, l'efficacité de ces modèles. Ils sont déjà très généralistes. Et globalement, le meilleur modèle, enfin, le modèle O3, par exemple, d'OpenAI, bah, il est de niveau humain, enfin, je veux dire très, enfin, il est parmi les meilleurs dans quasiment toutes les disciplines, quoi. Et peut-être qu'en fait, il peut aller bien au-dessus de ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire que Hmm. Hmm. pour ce qui nous intéresse, nous, les humains, est-ce que l'IA va nous dépasser ou va être plus intéressante que nous? Bah, on n'est pas prêt de voir le plafond, en fait. Dans ce Hmm. cas-là, peut-être qu'on peut encore aller vers toujours rester quand même généraliste. Mais comme je Hmm. disais, il y a des problèmes d'énergie là, il y a des sortes de un goulot d'étranglement qui est le coût énergétique de ces modèles. Et du coup, peut-être que naturellement, on va. En fait, c'est déjà un peu ce qui se passe dans le sens où les grandes entreprises spécialisent leurs modèles vachement quoi, sur des modèles particuliers, quoi, sur des problèmes particuliers, des, Hmm. Hmm. des sets de problèmes. Et Ouais, ouais. quasiment, en fait, une grosse entreprise voilà, qui va avoir un abonnement chez Anthropic, ils vont bosser avec eux pour pour faire des modèles sur mesure presque en fait. Hmm. Donc c'est difficile de dire. Bon, ça fait une demi-heure qu'on discute. Ouais. Est-ce que on avait prévu de pas faire trop long, mais est-ce que du coup, ben, dans la salle, on est encore combien? On est encore 5 ou 6. Est-ce qu'il y a des réactions, des observations, des questions, des... Bonjour d'abord à tous. Merci pour cette émission. Je ne m'attendais pas à un niveau aussi élevé. Euh, Mon sentiment, c'est que euh, la, comment dire, l'intelligence, elle est relationnelle et elle est mesurée par la capacité de faire des interfaces qui sont, comment dire, nouvelles. Et je crois que l'intelligence artificielle pourra le faire mieux que nous. Et donc, qui seront plus intelligents que nous. C'était que sur certains tests parfois très qui nous paraissent très simples en tant qu'humains,
il n'y arrive pas. Mais bon, on ne sait pas encore trop pourquoi. Je crois que c'est quand même des histoires de. On n'a pas eu le même entraînement sur les mêmes. On n'a pas eu encore de LLM qui a passé 3 ou 4 ans de sa vie à se balader avec une caméra embarquée 24 heures sur 24 comme un enfant. Et le jour, ce que dit d'ailleurs, ce que disent pas mal de théoriciens, le jour où ça arrivera, voilà, ce sera la même chose. La question, c'est est-ce qu'on veut vraiment des IA qui nous ressemblent ou pas? Ça, on peut pas. Je pense que oui, un petit peu, mais Ouais, ce sera la ça, c'est société une de des décider. questions qu'on aborde souvent à l'AFT, parce que c'est une question qui est à la fois, il y a des enjeux directement pour la vie humaine, c'est-à-dire si elle nous ressemble suffisamment, mais en supérieur pour nous aider, on pourrait soit s'hybrider, soit cheminer côte à côte en mieux, par exemple en vivant beaucoup plus longtemps, etc., en étant plus intelligent, plus généreux, etc. Et carrément le vertige ou la générosité métaphysique et que de dire on pourrait essayer de donner la vie telle que nous on l'aime et on la conçoit avec une force existentielle, un fond existentiel avec des systèmes d'IA conscients, au moins de niveau humain, qui soient généralistes, ou peut-être les spécialistes seraient aussi conscients et tout ça, mais est-ce qu'on les veut comme ça? Voilà, c'est une vraie question avec les deux dimensions, à la fois utilitaire pour nous, en tant que transhumanistes longévitistes, on va dire, et à la fois comme dans l'aspect de générosité métaphysique, je dirais. Je crois qu'on ne va pas nous demander notre avis. En plus, Ouais, en fait, oui, il y aura tellement de même d'initiatives en fait différentes que ça risque d'arriver. Oui. Nous laisse. Moi, je suis assez optimiste, hein, mais il y a un peu plus de contrôle là, dans la création de ces nouvelles intelligences que l'évolution en fait, qu'il a fait un peu par essai et erreur. Et ce qui frappe surtout, c'est la simplicité à quel point, enfin, avec laquelle ça émerge, quoi, et la rapidité. Donc, moi, je pense que ouais, on n'est pas vraiment prêt quand je vois un peu les débats autour de l'IA. Il n'y a pas vraiment de préparation à cette éventualité. Il y a quand même Geoffrey Hinton, qui est quand même aussi prix Nobel, qui dit régulièrement que les IA sont une forme de conscience, sont une nouvelle espèce, etc. Il le dit de manière très sérieuse, mais y a pas, ça n'a pas d'écho concret, quoi. Pas des gens qui se disent oh là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça implique, quoi? Peut-être qu'on verra de manière réactive. Hein. je vois que dans le chat, Marco nous dit qu'il n'a pas de réaction pour l'instant. Marc, tu avais allumé ton micro tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose? Ben, il s'avère qu'entre les derniers échanges entre toi et Emmanuel, vous êtes allé complètement la direction dans laquelle je me serais proposé de vous amener. Donc, du coup, ça réduit peut-être l'intérêt que j'avais en tête. Enfin, j'aurais pu juste l'exprimer en disant qu'est-ce que vous pensez donc de l'approche qui consiste à dire qu'en effet, ça n'est finalement qu'une continuation de la logique même du vivant qui cherche à s'assurer du mieux qu'il peut de sa perduration et que, en quelque sorte, la continuation de cette aventure, on arrive à un moment donné où quelque chose, bon, nous, nous rendons compte que pour que ça se poursuive, il y a besoin d'améliorer le substrat. Comme vient de le dire Emmanuel, la conscience biologique de type humaine, elle est apparue comme ça par hasard à travers l'évolution sur ce substrat particulier, donc organique, mais par sa propre réflexion, et voilà, et on se rend compte, non, il se rend compte, on peut mettre un petit peu de distance, que qui sait, on pourrait peut-être mieux faire. Et du coup, je pense qu'en effet, si cette impression-là même se confirme,
eh bien, la logique même du vivant est d'y aller. Quand je dis de la logique du vivant, ce qui fait que vraiment on est d'une manière ou d'une autre motivé, quoi. Le cœur du vivant, sans faire quelque allusion à quelque théorie style élan vital ou quoi que ce soit, c'est pas de ça dont je parle. Je parle vraiment de la logique, de la biologique, quoi. Eh bien, autant que je le comprenne, ça a pour objectif de viser la perduration. Il faut absolument connaître son environnement. La cellule de base a besoin de connaître son environnement et de trouver des solutions pour assurer à la fois son homéostasie et voilà, sa perduration à long terme. Et c'est ça qui, me semble-t-il, se déploie à travers tout le vivant. Je pense que notre intelligence ou notre conscience fait la même chose et va chercher à faire la même chose. Il n'y a rien qui nous est plus précieux que ça, parce que si ça s'arrête, si on perd, alors le sens disparaît. Il n'y a plus rien pour donner du sens et de la valeur à notre présence. On est porteur de ça. Il n'y a rien de plus important. Je veux dire, faire des enfants, faire une carrière, peindre des tableaux, tout ce qu'on veut, toutes nos projections servent à ça. Donc, je pense que plus on se rend compte que là, on tient un outil qui peut être plus performant en quelque sorte pour cet objectif, et plus on va vraiment collectivement avoir envie d'aller vers ça. Et en effet, c'est quelque part presque une bascule anthropologique. Enfin, en tout cas, là, je parle de seuil, Fred, tu sais bien. Je pense que là, on est sur un seuil tout à fait important. Mais je pense qu'au fond, même, c'est comment dire, on en a peur, évidemment, parce que ben, on ne sait pas trop ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, quoi. Mais Mm. d'un autre côté, moi, je dis, je pense à mes chats, quoi. Ouais, j'ai plus du chat, ouais. Un chat devant un nouvel endroit obscur, il peut pas s'empêcher d'aller passer le seuil et d'aller vérifier qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans. Et il espère inconsciemment qu'il va y trouver un nouvel espace sécurisé et sécurisant. Et une fois qu'il aura vérifié, qu'il aura passé le seuil, peut-être qu'il va y être bien. Là, dans l'obscurité, il va voir ce qui vient de la lumière de l'autre côté. Lui, il sera dans l'obscurité. Il sera au chaud, dans son petit espace tout neuf, là. Et là, il va être bien. Et ben, je pense que l'humain fait pareil et l'IA, je pense qu'elle aura tendance à faire pareil. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette petite projection. Ouais, je suis assez d'accord. Et moi, alors, je crois que c'est vrai que alors, un truc ce que tu viens de dire qui me paraît important, c'est donner envie. Alors, c'est vrai que on est resté très centré sur l'humain et même sur l'histoire récente de l'humain, en fait. Toutes les choses qu'on veut conserver, finalement, on est très myope sur l'histoire longue. Et c'est vrai que là, moi, peut-être je finirai sur ça, simplement, c'est que là, je suis en vacances à la mer, alors je me balade parfois au bord de l'eau, il y a des, des- des rochers, alors il y a toute une sorte de vie grouillante, et c'est assez, euh, c'est assez fou de se dire qu'on vient en fait de cette espèce de... Enfin, le monde aquatique en fait, du littoral, il est incroyable parce qu'il y a des formes, il y a des méduses, des sortes de crustacés, il y a des algues, une explosion en fait de formes vraiment très différentes et assez. On n'est pas habitué en fait à voir ces trucs-là. Et je pense qu'il faut aussi s'inspirer de ça, se dire euh, finalement c'est pas si aller chercher des solutions qui sont parfois un peu différentes, euh, justement pour survivre, pour perdurer. C'est pas si absurde, on l'a déjà fait. Enfin, dans l'histoire de l'évolution, il y a déjà eu ces, euh, ces changements de forme, en fait, quelque part. L'éventail des possibles est bien plus grand que ce qu'on croit. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant, et c'est se dire que faut pas raisonner, enfin, c'est ce qu'on dit souvent à la FT, faut pas raisonner à, à trop courte vue, quoi. Si on veut, faut voir Mm. à quel point, voilà, tous l'évolution a été quand même assez créative. Mm. Ouais, ben moi pareil, je suis d'accord aussi avec Marc. Et cette perduration semble parfois prendre la figure de la rupture du coup. Et ça peut faire peur. C'est pour ça peut-être qu'il y a tant de résistance.
Alors c'est vrai que là, on a deux stratégies un peu divergentes en surface avec Marc, parce que Marc va plutôt dire non, non, mais en fait, c'est une perduration, c'est une continuité. Le vivant a toujours fait ça, on n'est que dans la biologique. Et moi, je dirais non, bah, en fait, mais peu importe, parce que là, il y a des ruptures désirables et éventuellement, dans la rupture, il y a quelque chose qui continue, qui transite dedans, et ce serait quelque chose comme que j'appellerais l'esprit. C'est deux manières d'essayer d'apprivoiser cette possible peur du fait que bah, passer un seuil, c'est pas forcément rassurant et que se pose la question de la forme de la perduration et de la transformation. Et voilà, donc il y a eu un point d'interrogation sur continuité-rupture, c'est vrai. On termine sur une note de prospective tout à fait optimiste. Ouais. C'est bien dans l'esprit, je pense, de l'association.